Merci beaucoup. Alors, j'ai à peu près relevé tous les gens qui étaient présents ici, mais je vais devoir faire un petit peu plus court, il est tard. Tu as parlé qu'il y avait un petit buffet quand même, il faudrait quand même qu'on ait le temps d'y goûter. Donc, mesdames et messieurs, en grande égalité, quand même, monsieur le maire, vous savez l'importance que j'attache au maire de nos communes en France, monsieur le maire dans votre commune, il y a aussi monsieur le président des maires ruraux, c'est très important, mesdames et messieurs, bien sûr, les représentants du département, de la région. Je salue aussi les parlementaires qui sont présents, principalement Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale. C'est pas anodin non plus d'avoir une vice-présidente de l'Assemblée nationale qui vient et aux assises, j'ai vu d'ailleurs, hein, et aujourd'hui à l'Assemblée générale. J'ai vu également, alors, je salue vivement, on se voit bientôt, Monsieur le Président des jeunes chasseurs, fraîchement élu. Hein. Vous devez venir dîner avec moi à Paris prochainement, donc on va mettre ça en place avec une partie de votre bureau. Je crois que vous faites 5-6, ce sera l'occasion un petit peu, bon, vous savez ce que je vais vous demander, hein, des idées, des vraies idées. Hein. Non mais il faut bosser parce que ça va chez 2 ans, je vous le dis. Je vous attends là-bas. Avec vos prédécesseurs, on n'a pas eu grand-chose à faire, donc j'aimerais bien qu'avec vous, ce soit un peu plus rythmé. Et j'ai confiance. Si vous avez été à l'école de Jean Maurice, ça devrait aller, je pense. Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture, Daniel, que je viens de rencontrer, brillant orateur, Daniel. Alors, j'ai pas de mécène, tout au moins, c'est pas le président de la République, hein. Mais j'ai fait un peu plus vite que vous. Je dépense l'argent qu'on vient de vous piquer, comme vous l'avez fait il y a quelques années dans vos chambres d'agriculture. C'est tout. Donc, faites pas des bas de laine, les gars, dépensez un peu l'argent, ça va aller beaucoup mieux. Mesdames et messieurs, bien sûr, monsieur le président de la pêche, c'est important. Hein. La pêche, c'est vraiment effectivement notre famille, on va dire, avec le monde agricole, avec le monde forestier, voilà. Mesdames et messieurs les administrateurs, alors les anciens et les nouveaux, ceux qui seront élus dans quelques minutes quand il nous annoncera les résultats, mais aussi bien sûr les salariés de la fédération. J'aime saluer le personnel, sans eux on ne serait rien, nous sommes de passage, eux ils passent leur vie, c'est leur carrière qu'ils font ici dans nos fédérations, et principalement bien sûr le directeur, dont le père m'a dit beaucoup de bien aux toilettes tout à l'heure, moins bien ton cousin, je te le dis quand même, il faudra régler ça, mais il a été moyen, Papa ça va, alors le reste de la famille il y a quand même un problème. Mais bon, non, je rigole. Ils sont tous très très fiers de ce que tu fais. Et je disais que tu étais vraiment un directeur remarquable. Voilà. Quelqu'un qui mène extrêmement bien sa fédération. Et on le voit d'ailleurs dans tout ce qui a été présenté aujourd'hui. C'est vraiment impressionnant. Il n'y a pas beaucoup de fédérations, M. Jean-Maurice, où ça se passe comme ça. Hein. On voit quand même beaucoup de choses ici et beaucoup de dossiers qui sont extrêmement bien traités. Et bien sûr, alors là, ça va rester marqué. Les DD. Alors là, celle-là, on ne l'avait pas faite. Mais ça va te poursuivre à Paris, toi, là-bas. Les Dédés, mes deux Daniel, voilà, l'ancien et le nouveau, très heureux de vous voir ici, mes chers collègues. Et puis bien sûr, Jean Maurice. Alors Jean Maurice, j'avais fait cette promesse, c'est vrai, j'ai pas pu venir pour des raisons de santé, mais je me rattrape aujourd'hui en venant vous voir. Jean Maurice, on se connaissait pas beaucoup il y a quelques années, on s'est découvert un petit peu, et je vous cache pas que c'est quelqu'un qui est devenu, pour moi, et je le dis sincèrement, je suis quelqu'un d'extrêmement entier dans mes propos, c'est devenu un ami. C'est devenu aussi un modèle. Je dois lui avouer que j'ai quand même pompé un peu dans ce qu'il fait dans sa fédération pour voir des fois des grandes idées nationales. Tu sais, les meilleures idées, c'est quand les autres les ont eues avant toi, les ont testées. Hein. C'est toujours comme ça que ça marche le mieux. Et donc j'en ai quand même ramené quelques morceaux. C'était quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration de la façon dont il mène cette fédération, la façon dont je vois en assemblée générale avec beaucoup de monde dans la salle. Ça n'a pas été le cas partout, ce qui prouve quand même qu'il y a quelque chose qui match, on va dire, entre cette fédération, son président et ses chasseurs. Et puis c'était l'occasion aussi de venir dans le Doubs. Alors je n'avais jamais eu l'occasion de venir jusqu'ici. La première chose qui m'a marqué, c'est qu'en fin de compte, on lit des noms de produits mangeables sur tous les panneaux pendant des kilomètres. Alors là, ça a commencé avec Morteau, puis après j'ai enchaîné, j'ai dit ça c'est un fromage, c'est formidable quand même votre région. Hein, on a déjà faim quand on faisant la route, alors je vous dis pas. C'est prodigieux. Pas-de-Calais, on a beaucoup moins de choses. Et bien sûr, mesdames et messieurs, alors les présidents des ACCA, des chasses privées, j'ai vu les gardes particuliers, j'ai vu plein de gens comme ça qui sont des gens extrêmement importants dans les structures de chasse et dans cette vie dans le monde rural. Et vous, bien sûr, mesdames et messieurs, les chasseurs. En 2016, vous le savez, les présidents de fédérations départementales ont décidé de me porter à la présidence du conseil d'administration de la Fédération nationale. Alors 6 années plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, je suis devant vous d'ailleurs dans ma dernière apparition publique au niveau des fédérations, avant la fin de mon mandat, qui prendra fin dans quelques jours, le 28 juin exactement. Alors peut-être pour
pour un nouveau mandat, nous verrons bien, peut-être aussi pour l'arrêt de celui-ci. Et quand on est à la fin d'un mandat, il est normal aussi, comme tu l'as fait tout à l'heure Jean-Maurice, qu'on discute un petit peu et qu'on parle un peu de ce qui a été fait avant. Alors ça, c'est pas très important. Ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est surtout le présent et c'est surtout l'avenir, ce qui a été beaucoup évoqué par tous les intervenants. Depuis mon élection, vous en êtes vite rendu compte, je me suis vraiment positionné dans des échanges importants avec le monde politique. Je tiens à rappeler d'ailleurs que le rôle d'un président de fédération nationale, c'est d'abord de travailler avec l'exécutif qui est en place. On ne fait pas, et je le dis toujours, avancer ces dossiers en restant, pour la faire un peu courte, planqué dans son bureau avec ses certitudes et ses convictions. C'est pas là que ça se passe. C'est pas là que ça se passe. Et quand on est président national, on doit entrer un peu dans le monde politique. Je ne suis pas un politicien, mais néanmoins, j'en fais tous les jours, de la politique. Et c'est obligé, et on est obligé de faire comme ça. Et puis, à travers tout ça, comme ça a été évoqué aussi, moi j'ai une conception, je dirais, de la défense de la chasse qui est un peu différente. Je suis plutôt du côté attaque. Voilà. Et je peux vous dire que durant ces 6 années, même si je n'ai pas tout réussi, bien sûr, je ne suis pas une machine, sur bien des dossiers, on va dire la peur a changé de camp. Et ça, c'est quelque chose de très important. Mais si on agit comme ça entraîne aussi d'assumer ces décisions politiques. Et parfois, il faut savoir les prendre en s'élevant au-dessus, je vais dire, de ses convictions personnelles. Moi, je vais vous dire, je n'ai qu'un seul parti politique, c'est vous, et c'est à vous que je rendais compte, et uniquement à vous. Et dans chaque décision que je prends, seul l'intérêt supérieur de la chasse n'a de valeur à mes yeux. À partir de là, je suis tellement libre que je peux faire l'élection régionale en Hauts-de-France derrière Xavier Bertrand. Je peux dire aussi que je vote Emmanuel Macron au présidentiel. Voilà. Et puis dans quelques semaines, on va s'occuper des législatives. Alors rassurez-vous, on a des amis dans tous les camps, mais on a aussi des ennemis partout. Il y en a beaucoup des amis qui sont présents ici, je vous remercie. Il y en a qui sont députés, il y en a qui se présenteront. Mais on fera le tri. Et je le ferai très bien. Et si j'ai vu des panneaux de choses qui se mangent sur la route, j'ai vu aussi un autre panneau qui s'appelle Chaumont, où j'ai une Bérangère Abba qui est ma secrétaire d'État de tutelle. Je pense sincèrement que je fais le déplacement. Si je peux aider à la faire battre, je ne m'en priverai pas une seule seconde aux prochaines législatives. Donc un homme libre, ce n'est pas toujours facile. Mais la réforme de 2019, vous savez, elle nous a fait sortir de cet anonymat. Sur le plan médiatique et politique, ça a été largement évoqué. Je pense qu'on l'a beaucoup vu aujourd'hui, la chasse doit savoir évoluer avec son temps. Ça, je l'ai toujours défendu, vous le savez. J'ai porté lors de ma campagne pour la présidence de la FNC cette volonté de réformer la chasse. Une question tout à l'heure, on y répondra après cette intervention. Elle s'est concrétisée d'ailleurs en 2019 par la mise en place d'un permis national accessible financièrement pour tous. Et c'est vrai, grâce à l'arbitrage, comme l'a dit monsieur le député tout à l'heure, du président de la République Emmanuel Macron. Ça a été un des grands moments du mandat. Et on avait 7% des chasseurs qui prenaient le national. Aujourd'hui, c'est quand même 50%. Ce qui prouve quand même que cette mesure qu'on a portée, Jean-Maurice, on s'est battu pour ça, on l'a portée auprès du chef de l'État. Je pense qu'elle était très importante. Mais la réforme de la chasse en France en 2019, ça n'est pas seulement un permis, je dirais, à moitié prix. C'est aussi, et il faut le dire, un renforcement. Et j'étais heureux de l'entendre tout à l'heure dans la présentation. C'est aussi un renforcement à la fois financier, bien sûr, des fédérations départementales, de la fédération régionale, mais aussi de la fédération nationale. Alors là, Daniel, il n'a pas tout à fait tort. Quand je suis arrivé président, on avait quand même un budget qui était de communication qui était 150 000 euros. Après la réforme, c'est 4 millions, ce qui nous permet de passer à la télé. Mais tout est là, et tu as raison. Donc sans mécène, on a juste un petit peu restructuré les choses. Et je pense qu'on a bien fait parce que tout le monde a plus. Alors, il a fallu faire un peu les poches de l'État au passage, je te l'accorde. Mais il faut des fois savoir le faire correctement. Mais on l'a fait avec élégance, rassure-toi. Et personne n'est fâché, c'est le principal. Hein. Et il faudra aller plus loin, bien sûr, dans d'autres choses. Et l'échelon régional, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Il a été beaucoup évoqué ici, la biodiversité et ce que fait la Fédération du loup, qui est un modèle. Je le redis devant toi, Jean-Maurice, qui est un modèle du genre. Et nous devons aller plus loin. Demain, il nous faudra un bureau d'études national. Demain, il nous faudra des actions encore plus importantes pour pouvoir aller chercher les fonds que nos ennemis préférés piquent effectivement à l'État, aux collectivités territoriales depuis des années, pour d'ailleurs un résultat souvent médiocre, il faut savoir le dire aussi. Hein. Ce n'est pas à grand coup d'air protégé qu'on va
on va sauver la biodiversité, puisque c'est au final nous qu'on appelle pour régler le problème. Quand il n'y a plus que des sangliers et des renards, forcément il n'y a plus un oiseau qui peut nicher par terre, et il n'y a plus rien. Voilà, ou les zones humides qui sont vraiment ce qu'il ne faut jamais faire, qui ne recouper aucun roseau et laisser pousser tout n'importe comment. Voilà. La biodiversité, si elle est arrivée aujourd'hui jusqu'à nos jours, c'est parce qu'elle a été policée par l'homme. Le monde agricole est un monde qui produit de la biodiversité. C'est une erreur de penser qu'il faut supprimer l'action de l'homme sur les territoires. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et quand on parle de supprimer des choses, il y a évidemment quelques petits trucs qui nous ont fâchés. Honnêtement, pendant le mandat du président de la République, je sais dire quand je ne suis pas content, mais objectivement, l'affaire des chasses traditionnelles, on ne peut quand même pas lui faire porter le chapeau sur ce coup-là. Ça s'appelle un Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est un petit peu spécial, c'est la haute juridiction administrative la plus haute de notre pays, vous le savez. Et bien que nous ayons eu pour ces chasses traditionnelles, alors, ça ne représente rien en nombre, il faut le dire. Voilà, c'est des symboles, c'est des choses qu'on ne lâche pas, parce que ces chasses sont extraordinaires. C'est des chasses qui ont, pendant 25 ans, été largement protégées par la juridiction française et qui, brutalement, se sont vues cassées par un jugement du Conseil d'État. Alors évidemment, moi, c'est quelque chose que je ne peux accepter. Ces chasses, c'est d'abord l'observation de la nature qui a permis à l'homme de survivre grâce à la chasse et à la pêche vivrière. C'est comme ça qu'on s'est à un moment hissé au sommet, je dirais, de la pyramide animale. S'il n'y avait pas eu un jour des gens qui avaient pratiqué ces chasses traditionnelles, où il n'y avait pas encore d'armes à feu ou ce genre de choses, ben je pense qu'aucun de nous serait là. Et quand je pense, d'ailleurs, pas très loin d'ici, chez votre voisin du Grand Est, quand je pense à ce chasseur ardennais, vous savez, qui prend 4 crins de la queue d'un cheval et qui va faire un petit collet, qui va positionner dans la forêt à un endroit où, par observation, il pense que cette branche, il s'y pose beaucoup plus, il y a beaucoup plus de chances qu'il s'y pose une grive, il va prendre quelques baies de sureau, il va poser ça à un endroit, il viendra voir le lendemain matin s'il a attrapé une grive, qui va venir, qui par gourmandise va se pendre effectivement dans ce petit collet. Quand je pense à ce glueur provençal, vous savez, Marcel Pagnol, Lily des Bellons, 2 pierres plates, un bout de bois, une épine d'acacia et, comme on dit chez moi, une fourmi à zèle. Et on pique ça sur l'épine d'acacia et avec ça on arrive, je le redis, 2 pierres plates, un bout de bois, une épine d'acacia, une fourmi à zèle et on attrape une grive. Ou simplement aussi la chasse à la glu, qui a beaucoup été décriée, qui est une erreur profonde. D'ailleurs, c'est une chasse extraordinaire qui n'a aucun impact sur la biodiversité. Siffler des oiseaux qui passent dans le ciel, arriver à les faire poser sur 4 bâtons de colle qui sont à la surface, je dirais, positionnés dans un arbre. Ou alors, comme chez moi, les chasseurs de gibier d'eau, un peu ici aussi, vous avez des grands voiliers qui viennent du confin de l'Europe, qui voyagent que sur des grandes étendues d'eau et que vous arrivez à faire poser dans des petites flaques qui font 3000 m² ou 1 hectare, 1,5 hectares. Je veux dire, mesdames, messieurs, c'est pas de la chasse, c'est de l'art. C'est l'histoire d'humanité qui se transmet jusqu'à nous. Les mêmes choses filmées dans le fond de l'Amazonie. On regarderait ça le dimanche après-midi, même nos ennemis directs, même ceux qui nous le reprochent. On regarderait ça le dimanche après-midi dans nos canapés, on pleurerait tellement que c'est beau, c'est extraordinaire. Alors quoi? Parce qu'on est des Gaulois? Parce que nous, on porte des traditions qui sont de chez nous? Les mêmes du bout du monde, on trouverait ça extraordinaire. D'ailleurs, les mêmes du bout du monde, ils trouvent tout ça extraordinaire. Il va falloir se battre, effectivement. Donc moi, je le dis, désolé, mesdames et messieurs, les censeurs de l'histoire de l'humanité, ils coulent forcément dans leurs veines la chasse et la pêche, je vous l'ai dit, sans ça, il n'y a personne qui serait là. L'agriculture et l'élevage, sans ça, il n'y a personne qui serait là. Alors oui, je le redis, il faut porter fièrement ces valeurs, qui n'ont rien de barbare ou cruel, c'est totalement faux, mais qui sont aujourd'hui directement menacées par ce jugement du Conseil d'État. On attendra effectivement dans les mois qui viennent une nouvelle que j'espère bonne, mais je sais que ça va être compliqué, mais je ne lâcherai rien, parce que vous savez, c'est un petit peu le wokisme à l'américaine, c'est des petites tranches de salami. Alors on me dit, oh, les mecs qui attrapent des grives dans les Ardennes, ils sont 50, eh oui, et c'est un symbole. Puis ceux qui s'occupent des grives sur les bâtons de colle et la glu, ils sont 1000. C'est pas grand-chose. Enfin, à force de couper des tranches de 50, 2000 ou de 3000, on finira, on sera 12. Hein. Donc, il y a un moment, il ne faut pas laisser passer ça. Il faut se battre. Et puis, quand on en aura fini d'attaquer ces chasses-là, un jour, on va vous dire que chasser le lièvre, ça ne va pas, que chasser le sanglier, ça ne va pas non plus. Donc, il faut défendre la plus petite partie de la chasse. Et moi, je me suis employé, pendant tout ce mandat de 6 ans, à défendre toute la chasse. Il n'y a pas une chasse qui n'est pas à la hauteur
Il n'y a pas une chasse qui n'est pas éthique, il n'y a pas une chasse qui soit belle, qui ne doive pas rester une chasse. Il y a un mode de chasse en France. Mais pour ça, vous l'avez compris aussi, ça a été évoqué tout à l'heure, on a, il est vrai, un problème. Un problème de ministère. J'en ai beaucoup parlé, je m'en suis beaucoup exprimé. Ce n'est pas Daniel Prieur qui me dira le contraire. On a une transition écologique qui, théoriquement, s'occupe des territoires. J'insiste sur le terme théorique parce qu'il est vraiment bien choisi. Et puis vous avez une agriculture et une forêt qui, eux, ont vraiment le territoire, qui savent de quoi ils causent quand même un petit peu. Donc vous avez des gens qui sont plutôt des techno hors sol, qui balancent des ordres à des mecs qui sont les deux pieds sur la terre. Nous, on est plutôt avec les techno hors sol du côté de la transition écologique. Donc ça fait déjà 2 ministères. Puis vous avez encore un peu la cohésion du territoire qui vient saupoudrer un petit peu mieux de tout ça. Résultat, je le disais tout à l'heure, c'est une catastrophe pour la biodiversité. Et c'est surtout inadmissible que nous, les chasseurs, comme les pêcheurs d'ailleurs, dépendent d'une autorité, d'une tutelle ministérielle qui soit idéologiquement opposée à ce que nous sommes. J'aurais bien voulu voir à la tribune il y a 2 secondes Daniel Prieur si leur ministre de l'Agriculture, s'il avait été nommé hier, et si c'était un vegan, je pense qu'il y aurait eu un peu de tension avec le micro dans les mains. Bon, ben nous c'est pareil. Nous c'est pareil. On a des gens qui arrivent dans ces ministères parce qu'on pense toujours, bêtement d'ailleurs, que l'écologie doit être confiée aux écologistes. C'est une erreur majeure. Ces gens ont prouvé qu'ils n'étaient pas capables de s'occuper des territoires. Il y a effectivement des gens qui s'occupent du climat, je l'entends, de plein de choses, qui s'occupent peut-être de l'énergie, du transport à ce ministère, mais au moins que les gens qui savent, monsieur le député l'a dit tout à l'heure, un grand ministère de la ruralité, je pense que les votes aux dernières élections présidentielles ont bien prouvé qu'il y avait un malaise profond sur ces territoires. Il faut donner à ces gens un vrai ministère, qui soit un ministère de l'agriculture et de la forêt, bien sûr. Sinon, Daniel Prieur va s'évanouir si j'enlève le terme agriculture, ça n'ira pas. Vous le connaissez. Enfin, je ne le connais pas depuis longtemps, mais j'ai compris. Donc, il ne faut pas lui dire ça. Mais néanmoins, des gens qui gèrent l'espace, mais avec la biodiversité. Parce que si on n'a pas la biodiversité, ce n'est pas la peine. S'il faut continuer à mettre des milliards sur des confettis, je te fais une petite réserve là-bas, une petite réserve là-bas, non. Soit on assume notre agriculture et notre élevage, ce que moi j'ai toujours fait, s'il y a des milliards à mettre. Vous savez, la biodiversité ordinaire, ce n'est pas un truc qui est caché derrière un ursis dans un coin ou dans une réserve. La biodiversité ordinaire, c'est ce que cultivent les agriculteurs tous les jours ou les forestiers, et c'est sur quoi on marche nous tous les jours. C'est ça la biodiversité, la vraie. C'est celle-là qu'on veut voir un petit peu s'améliorer. Donc pour terminer, un grand ministère de la ruralité, bien sûr, la tête de pont de l'agriculture et de la forêt, bien sûr avec la biodiversité, bien sûr avec les ressources naturelles, et mettons des moyens pour aider nos agriculteurs, nos éleveurs, nos forestiers à produire peut-être quelque chose qui corresponde mieux, effectivement, à ce que souhaite la société actuellement. Donc tu vois, sans mécènes, on pourrait des fois améliorer la situation du monde agricole avec un peu d'argent. Tu peux me faire confiance. Vous dire aussi, et là je ne suis pas trop content, quoique, on a lancé une pétition, vous le savez. Cette pétition qui a été lancée, que j'ai lancée au Sénat, m'a beaucoup déçu, je ne vous le cache pas. On est quand même 1 million de chasseurs, on est 4,5 millions qui portent un permis de chasser dans la poche, donc 1 million de pratiquants tous les ans. Il y en a quand même 300 000, quoi que vous aviez dit tout à l'heure, monsieur le Président, il y en a quand même 300 000 qui ont quand même moins de 30 ans, donc c'est quand même pas si mal que ça. C'est vrai qu'on a des gens âgés, c'est vrai que la moyenne est à 52, et on n'est pas foutu d'avoir 100 000 signatures sur une pétition. On vient de passer péniblement 70 000. Alors, on peut tout dire, hein, c'est super compliqué, on n'est pas habitué. Bah alors, les écolos sont quand même bien plus doués que nous. En un claquement de doigts, ils ont fait 125 000. Bon, vous savez, cette pétition, c'est très important. C'est la pétition qui va permettre d'aller ouvrir ce dossier extrêmement délicat pour eux, du financement occulte des actions contre des activités légales dont nous faisons partie et dont le monde agricole fait partie. Il y a des grandes associations aujourd'hui qui font des actions. J'en ai beaucoup parlé avec Christiane Lambert. Je pense qu'elle va essayer de relayer auprès de vous aussi pour qu'on termine cette pétition le plus vite possible. Quand on apprend que quelques repentis, vous avez peut-être vu le dénommé Alexis Barbier là, ces gens expliquent que ça fait 5 ans qu'ils ne vivent que des enveloppes liquides données par quelques grandes associations dont je tairai le nom ici sans imposer un procès supplémentaire. Je laisserai le Sénat ouvrir tranquillement l'enveloppe et voir ce qu'il y a dedans. Des gens qui vivent qu'avec de l'argent liquide, ils reçoivent du fric en une enveloppe. Ils ont une série d'actions à faire, soit contre la chasse, soit contre l'agriculture ou l'élevage, et puis ils reviennent chercher le pognon 15 jours après s'ils ont bien fait le boulot. Il est temps, avec cette pétition, il faut donner des moyens au Sénat, effectivement, pour qu'il puisse agir. Donc je vous le redis, s'il vous plaît, si vous êtes un peu embêté techniquement avec ça,
Je peux l'entendre, on a des enfants, des petits-enfants, il y en a qui sont hyper doués avec les téléphones à cet âge-là, allez les chercher, il n'y en a pas pour longtemps. Mais s'il vous plaît, terminons cette pétition, parce que là, on passe vraiment pour des gloglos quand même, je le dis franchement. On va rester encore quelques instants sur ces pétitions sénatoriales. Vous l'avez vu, il y a effectivement, le Sénat œuvre actuellement sur la sécurité à la chasse dans une commission d'enquête qui se veut très ouverte. Alors, il y avait beaucoup de gens qui ont été reçus. Beaucoup de structures ont été auditionnées depuis quelques mois, depuis quelques semaines, pardon, dont bien sûr la Fédération nationale. Il y a une chose que je voudrais encore reprocher, vous allez me dire que je passe mon temps à reprocher des choses, mais il y a quand même des choses qui m'impressionnent. J'ai vu que des associations comme AVA, ceux qui connaissent, il y a des veneurs dans la salle, j'imagine, AVA, ces gens qui font des actions contre les activités légales, c'est nous, hein, avec des cagoules, avec des battes de baseball, avec tout ce qu'on veut, qui font tomber des gens de chevaux, qui empêchent la tenue des fois de simplement de battus. Ces gens-là sont reçus. C'est même pas une association. Il n'y a aucun statut, aucune structure. On était content de voir les mecs pour une fois sans cagoule. On les a vus au Sénat. Et ben, les mecs ils étaient là, ils étaient reçus au Sénat. Bon, j'ai fait passer le message d'ailleurs à mon ami Gérard Larcher en disant il faut quand même pas déconner quoi. Si on reçoit quand même tous les groupuscules de voyous maintenant devant les ordres de la République, mais nous à quoi on ressemble? Franchement, c'est inadmissible. Alors, bien sûr, on est sur le problème de la sécurité. Il a été largement évoqué ce soir. Moi, j'aurais quand même juste qu'on revienne un peu dans les chiffres. On a multiplié en 30 ans par 10 le nombre de coups de carabine. Par 10. Et dans le même laps de temps, on a divisé par 4 le nombre d'accidents. Ce n'est pas un effort, c'est une révolution. Si on avait appliqué les choses sans faire aucun effort, on aurait multiplié tout par 10. Et on a divisé par 4. Donc ce ratio de 40, il est quand même apporté, effectivement, aux fédérations, c'est vrai, mais aussi à tous les chasseurs. Aujourd'hui, qui font des efforts extraordinaires et depuis des années. Et cette nouvelle formation décennale va encore apporter un petit peu plus à ce qu'il faut. Mais malgré tout ça, vous l'avez vu, ça a été évoqué aussi d'ailleurs tout à l'heure, lors des 2 derniers faits divers dramatiques qui se sont passés, eh ben, on a eu le droit pendant 7 jours consécutifs à l'ouverture du 13h et du 20h de tous les JT. Il a fallu une guerre en Ukraine pour qu'on arrête de parler de la chasse. Et on écoute ça, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, mais on a l'impression qu'il y a 10 000 morts à la chasse tous les ans, quoi. C'est un truc de fou. Malheureusement, c'est toujours de trop, un mort de trop. Et on se bat contre ça. Et si on prend un chiffre, et des fois il faut quand même se référer un peu à un chiffre, le décès des non-chasseurs en France tous les ans, c'est 0,8 personnes par an. Alors c'est pas beau 0,8, on parle d'être humain. Voilà, donc c'est moins d'une personne. Alors quand il y en a un, je vous dis pas. Alors pour l'année, il y en a 2, alors, il y a 2 ans, on n'avait pas. Effectivement, et bien sûr que l'élection présidentielle a joué. Bien sûr que des mecs comme Jadot ou Mélenchon ont largement contribué à faire croire que, dans le fond, la seule solution, c'était d'interdire la chasse tous les week-ends et les vacances scolaires. Ou, comme l'a dit aussi Marine Le Pen quelques jours plus tard, que ce serait bien de partager le week-end, effectivement, avec les autres usagers de la nature. Moi, je vous le dis, dans un contexte, un tel contexte émotionnel, un mort est toujours un mort de trop, c'est vrai. Je ne veux pas comparer, effectivement, avec d'autres activités, mais simplement dire aujourd'hui que tous ces gens qui veulent interdire la chasse, on a parlé tout à l'heure des accidents avec des blessés dans la voiture et des animaux, il y en a plus de 5000 par an. Des morts avec des collisions avec des animaux sauvages, il y en a à peu près 60 par an. Demain, on ne peut plus chasser le week-end, ce sera des centaines de morts sur les routes de France. Donc, les gens comme Jadot et Mélenchon devraient juste un tout petit peu réfléchir avant de sortir des conneries pareilles. Parce que si nous, on ne peut pas chasser le week-end, il y a beaucoup de gens qui travaillent et on ne pourra pas chasser du tout. Donc, on restera très ferme là-dessus, vous pouvez me faire confiance. Évidemment, ceux qui imaginent que le partage de la nature serait la solution sont les mêmes qui affirment d'ailleurs que la nature est à tout le monde et que chacun a le droit d'y aller comme il le veut. Alors là, je suis désolé, je vous mets en contribution, mon cher Daniel, mais ce n'est pas le président de la Chambre qui me dira le contraire. Il y a quand même 85% aujourd'hui des terres agricoles et forestières qui sont privées. Il faudrait juste quand même bien remettre ça un moment dans le contexte. Les mecs, ils prennent la bagnole, ils font 50 km, on descend, on est chez nous. Non. Non, c'est pas comme ça. Mais parce que vous avez des gens qui disent la nature est à tout le monde.
des élus en plus, des gens qui dirigent des partis politiques, ce sont les mêmes qui veulent interdire la chasse. Et c'est purement scandaleux. Et quand moi je passe quelque part à la télé, je ne passe mon temps qu'à répéter la même chose. La nature n'est pas à tout le monde, la biodiversité n'est pas à tout le monde. Tout ça, c'est des territoires. Il y a des gens, il y a des campagnes qui sont gérées, entretenues par de nombreux gestionnaires, je disais, espaces agricoles et forestiers, et dont les chasseurs font aussi partie. On l'a vu ce soir. Il y a beaucoup d'actions qui sont faites, les forestiers également, et bien sûr les élus locaux, les maires quand même qui font, et les collectivités territoriales. Alors il y a des lois et des règlements qui encadrent les différents usages de la nature, et notamment la chasse. Et d'ailleurs dans ce droit spécifique qui est le nôtre et ce devoir, on est quand même dans un des plus contraignants d'Europe, il ne faut jamais l'oublier. La chasse française est extrêmement verrouillée dans son cadre, beaucoup, beaucoup plus qu'ailleurs. Vous dire aussi, et ça a été un tout petit peu évoqué avec les migrateurs tout à l'heure, on a eu ce problème de grippe aviaire. Alors je sais qu'il n'y a pas beaucoup de chasseurs de gibier d'eau peut-être dans le Doubs, quoiqu'il y a quand même pas mal d'eau, donc il y a peut-être un petit peu de hutte quand même, tout au moins des chasseurs à la passer. Bon, l'année dernière, on a quand même réussi, vous l'avez vu, il y a eu un accord qui a été passé avec Julien Normandie, ce qui nous a permis de voyager avec 30 appelants, ce qui n'était pas une petite chose. Voilà, je suis quand même inquiet cette année, c'est complexe. Là, il y a toute cette frange agricole, élevage du gibier en France qui est très touchée et qui pose un énorme problème dans cette région principalement de Gers, de Vendée, de Maine-et-Loire, où on a à peu près tous les grands accouveurs de France qui se trouvent là-bas. Sujet, vaste sujet de discorde aussi, hein, médiatique, l'élevage du gibier. Alors, je disais encore aux grandes gueules mercredi matin, je suis désolé, mais on ne parle pas d'un animal qui est élevé en batterie, dans des conditions peut-être un peu dures, un faisan pour être vendu à un chasseur et pour être relâché dans la nature, souvent d'ailleurs pendant l'été, hein, c'est souvent comme ça qu'on procède. C'est un oiseau qui doit bien voler, qui doit être en pleine forme, sinon il peut pas s'acclimater. Donc au contraire, on a un suivi extraordinaire pour les oiseaux d'élevage et ce gibier qu'on relâche dans la nature en pré-lâché d'été, et puis des fois aussi quelques caisses qui sont lâchées la veille de la chasse. Mais bon, à partir du moment où l'animal a été bien traité, il est tué proprement, il finit dans une assiette. Écoutez, la vie est belle, hein, il y a pire que ça sur la terre, je vous le dis, et pour les animaux. Alors on va arriver au sujet du plomb. Il reste quand même effectivement un sujet compliqué. Il y a beaucoup d'eau chez toi, Jean-Maurice. Donc vous allez avoir beaucoup de problèmes. La Direction générale de l'environnement européen pousse depuis des années pour une réforme concernant l'interdiction de l'utilisation de la grenaille de plomb. Et là, actuellement, pousse dans la zone des 100 mètres autour des zones humides. Alors, il faut juste quand même que je vous donne le chiffre de la pollution du plomb de chasse. Hein, en France ou ailleurs en Europe, c'est un chiffre européen. C'est 0,01% de la pollution du plomb. Très important, c'est majeur, les gars. Je veux dire, si on n'arrête pas de mettre du plomb dans les cartouches, ça va être une catastrophe. Maintenant, je me suis résigné un petit peu à la chose. J'ai dit, après tout, c'est vrai, on met des tonnes de plomb dans la nature. Je suis prêt à faire un peu. Et puis, je me suis intéressé à un sujet très intéressant venant de Norvège. Les Norvégiens, toujours un petit peu en avance hein, dans ces histoires d'écologie, de pollution. Et en 2005, un petit peu comme chez nous, hein, comme chez nous en Europe, une pression des écolos, le Parlement norvégien décide donc d'interdire la grenaille de plomb. Voilà, que ce soit les balles d'ailleurs ou que ce soit les cartouches, ils interdisent le plomb. Néanmoins, à la demande des chasseurs, ils lancent quelques études. Et puis au final, en 2018, ils viennent de rétablir, il y a 4 ans, l'utilisation totale du plomb. Alors, les Norvégiens dans ce domaine, c'est quand même pas des grands pollueurs. Alors pour quelle raison? D'abord, on se rend compte que les munitions de substitution sont 22 fois plus polluantes que le plomb. Si on doit commencer à prendre des billes d'acier trempées au tungstène pour avoir effectivement un effet à peu près comparable au plomb, on pollue 22 fois plus les sols. La deuxième chose, c'est, on a beaucoup parlé de sécurité ce soir, c'est la sécurité. Une balle de plomb ricoche 15 fois plus, une balle de cuivre ricoche 15 fois plus qu'une balle de plomb. Le plomb a tendance à s'écraser, vous le savez. Donc c'est beaucoup, beaucoup moins dangereux d'utiliser du plomb. Et puis, dernière chose pour les cartouches, une cartouche de plomb, vous blessez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus les animaux. Alors, on nous donne des grandes leçons sur la souffrance animale, le bien-être des animaux. S'il faut commencer à coller des plombs dans tous les oiseaux, parce que pour ceux qui l'utilisent, c'est très très compliqué. Alors l'histoire des 100 mètres est très difficile à jouer pour nous.
très très difficile parce que c'est 100 mètres de l'eau selon Ramsar. Ça veut dire que quand vous allez être à la chasse en plaine, vous devez imaginer autour de vous qu'il peut y avoir dans un rayon de 100 mètres de l'eau. De l'eau, c'est un fossé avec de l'eau, c'est une petite mare dans une pâture avec de l'eau, ou simplement de l'eau sur les champs l'hiver comme on peut l'avoir. Évidemment, ça va être extrêmement compliqué d'utiliser de la grenaille d'acier. Alors, quand on a sorti cette étude en opposition qui vient de Norvège, pour qu'un Parlement remette le plomb, ils sont empressés de dire oui, mais attendez, il y a un énorme problème en Europe, c'est le saturnisme. Ah bon? Oui, oui, les oiseaux meurent de saturnisme, particulièrement les canards. Et on me balance un chiffre à BirdLife, on nous dit 1 million de canards meurent tous les ans de saturnisme. Bon, alors moi je suis plutôt d'un département gibier d'eau, on a un peu regardé autour de nous, on n'a jamais trouvé un. Alors, dans le Pas-de-Calais, quand même, il y a la moitié du couloir européen qui passe au-dessus de nos têtes. S'ils étaient tous malades à ce point-là, 1 million, c'est quand même pas discret. On devrait trouver les canards. 1 million de morts, c'est pas rien. Bon, alors, moi, je sais pas. Bon, je vois bien où on veut en venir. Je vais juste prendre l'exemple de mon grand-père. Il a mangé toute sa vie du gibier, toutes les semaines. Ouverture, pas ouverture, c'est pas un problème en ces temps-là. Quand on avait envie de manger quelque chose, on allait le chercher dans le champ. Il était agriculteur, d'ailleurs. Voilà, donc, je vais vous dire, il est mort à un âge canonique. Et il n'a jamais fait sonner un portail dans un aéroport. Donc je pense que cette histoire du saturnisme ne tient pas la route, je vous le dis quand même. Mais si avec ça, et dans les choses qui ne vont pas bien, on a aussi maintenant cet animalisme exacerbé qui se déploie effectivement un peu partout. Alors vous avez vu, quelques semaines avant la présidentielle, il y a 42 élus écolos qui ont signé une tribune. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. 42 élus écolos qui disent « Prenons plaisir à voir passer un rat chez soi sans avoir envie de le tuer ». C'était ça le titre. Ben non donc. Alors, moi j'ai souvent parlé effectivement de l'animalisme, je faisais plutôt référence au poisson rouge de mon fils dans son bocal et je disais toujours « c'est pas mon frère ». Alors maintenant, je dois trouver un nouveau texte, j'ai pensé au rat qui regarde la télé près de moi dans le canapé, n'est pas mon frère. Évidemment, moi je suis désolé, mais tous ces rigolos là, j'ai une façon beaucoup plus expéditive de gérer le problème des rats. J'ai des poules à la maison, j'habite une ferme, donc j'ai des méthodes beaucoup plus expéditives. Mais si les mecs sont amoureux des rats à ce point-là, je vous filerai leur adresse, on va leur envoyer quelques animaux très attachants, effectivement, qui pourront conserver dans la maison. Mais c'est quand même du grand n'importe quoi. Monsieur le député, vous avez évoqué tout à l'heure la gestion adaptative. La gestion adaptative, c'est quelque chose de formidable, mais qui n'a pas pu se mettre en place cette année. Moi, je pense comme vous, je pense que la nature n'est pas une corne d'abondance, qu'on doit pouvoir chasser des espèces, mais on doit les chasser avec intelligence et effectivement pouvoir doser la pression de chasse quand il le faut. D'ailleurs, on le fait très bien sur le petit gibier. Petit gibier, le plan de chasse petit gibier, c'est juste de la gestion adaptative. Ce qu'on voudrait le faire, c'est au niveau d'un couloir migratoire sur des espèces migratrices, où là, il y a une discussion qui doit se faire autour de scientifiques. On a donc tenté de mettre ces gens autour de la table. La France a un défaut que n'ont pas d'autres pays, je pense surtout à l'Amérique du Nord. Nous, quand on met un scientifique spécialiste des oiseaux migrateurs autour de la table, j'ai un écolo militant, cartel LPO en face de moi. On en a essayé plusieurs, il n'y a rien à faire. C'est pour ça qu'on a été obligé de suspendre. Bon, moi, j'ai demandé effectivement à l'exécutif, j'ai dit, je veux bien aller autour d'une table avec des gens, je veux bien considérer qu'ils ont des idées, qu'ils sont militants, mais je l'imagine plus dans les mois qui viennent, on va refaire un essai probablement, un peu comme l'élection du pape, quoi. Une fois qu'on est d'accord, la fumée blanche elle sort et là on peut annoncer quelque chose. Mais sûrement pas comme ça s'est fait là. C'était scandaleux dont les choses ont été traitées. Il y avait d'ailleurs un excellent rapport, je n'ai pas salué le représentant de l'OFB, je ne sais pas où il se trouve, ça avait été cité tout à l'heure. Il avait fait un excellent rapport, pardon monsieur, il avait fait un excellent rapport sur le Coris André qu'ils ont refusé d'analyser. Pour vous dire dans quel dogmatisme on se trouve au niveau des scientifiques en France. L'OFB qui est quand même une référence, qui n'est pas ni pour ni contre la chasse, qui justement cultive cette neutralité. Et nous ne l'avons pas chez les scientifiques en dehors de votre établissement, c'est extrêmement compliqué. Et ils ont dit non, un rapport de l'OFB est forcément un rapport tronqué, et nous refusons de le regarder, ce qui était purement scandaleux. Donc j'espère pouvoir reprendre ça assez rapidement sur de nouvelles bases. Et d'ailleurs, il y a d'autres espèces sur lesquelles il va falloir discuter, c'est les espèces protégées.
Moi, je pense que les espèces doivent toutes être régulées intelligemment. Certaines jamais parce qu'elles n'auront jamais besoin de l'être, et puis d'autres vont devoir effectivement être régulées. On a un bon exemple, je dirais, de cette façon détournée d'appréhender les choses quand on est un écolo et que dans le fond, ce qu'on veut pas, c'est qu'il y ait un chasseur qui puisse contribuer à un équilibre pour peu que le mec prenne du plaisir. Alors là, ça les empêche de dormir. Prends l'exemple du cormoran. Le cormoran est protégé. Ah, sauf qu'il faut quand même en ce moment en tuer 54 000 tous les ans. Alors, pas nous. Hein. Alors, les chasseurs, vous n'avez pas le droit. Alors, je vais vous dire, un cormoran. Alors, moi, j'aime bien tuer un animal dans le contexte d'une partie de chasse, à condition que je puisse le manger. Alors, pour ceux qui, comme moi, ont goûté quand j'étais gamin du cormoran ou du héron, rassurez-vous les gars, vous pouvez changer les rideaux de la maison, c'est une peste terrible, c'est imbouffable. C'est imbouffable. Donc, du plaisir, je ne sais pas si on en aurait à table, c'est sûr que non, pendant la chasse, mais c'est toujours le même principe. On évite systématiquement d'utiliser le monde de la chasse. Donc, on emmerde l'OFB avec ça, de tirer des cormorans, ou comme dans le Pas-de-Calais, d'autres espèces. On est très discret, les écolos sont très discrets. Le cygne, tuberculé blanc, l'oiseau magnifique, emblème, tout ça. Dans le Pas-de-Calais, c'est les gars de l'OFB qui les tirent à la 222. Parce que là aussi, il y a un déséquilibre. Et parce qu'ils vont ravager les champs de chou-fleur dans les marais de l'Audomarois. L'année passée, il a fallu encore en abattre 600 rien que pour la commune de Saint-Omer, des oiseaux sauvages. Bon, alors c'est quand même gonflé. Alors si vous en tuez un de cygne, je vous dis pas. Vous faites la une du journal local et la famille est en prison tout de suite. Hein. Donc on a aussi ces espèces-là, mais on a bien sûr le loup, qui est une espèce assez particulière. Et on a pu découvrir il y a quelques semaines un excellent rapport qui est sorti de l'Assemblée nationale par la députée Émilie Bonivard, une collègue, monsieur le député, Émilie Bonivard, et qui a été missionnée par l'Assemblée nationale pour évaluer la politique publique pour la protection du pastoralisme face à la prédation. Je vais juste vous lire la conclusion, elle est très édifiante. L'extension non maîtrisée des prédateurs et la difficulté à en limiter les dégâts collatéraux fragilisent l'équilibre entre les activités humaines et la protection dont ces espèces font l'objet. À partir de là, tout est dit et tout est clair. Il faut arrêter de vouloir tout protéger et surprotéger. Il y a des moments, il faut réguler les choses et équilibrer les choses. Il y a une partie de la chasse et de la passion. On a parlé des chasses traditionnelles, du petit gibier et d'autres choses. Des fois, c'est de la régulation et des équilibres à tenir. Même pour les loups, il faut un équilibre. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons pour dire il y a au moins 550, enfin maintenant on est à 620. En vérité, on sait tous qu'il y en a entre 2 et 3 000 en France. Ça, c'est la bonne norme. De toute façon, je vais vous dire, il y a 800 loups en captivité en France. Officiellement, la loi oblige d'euthanasier tout louveteau qui naît. Il n'y a jamais personne qui euthanasie quoi que ce soit. Et tous les loups qu'on trouve dans la nature, et quand on fait nous-mêmes l'analyse de ces loups, le cariotype de Mongolie ressort tout de suite. Et on nous explique qu'ils sont passés par l'Italie et qu'ils sont arrivés par les Alpes. À nous prendre tous les jours pour des cons quand même. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Donc déjà qu'on arrête de relâcher des loups comme on le fait honteusement dans les élevages, 800 loups en élevage en France, qu'on euthanasie les louveteaux, je suis désolé si c'est comme ça, ou qu'on les laisse vivre mais qu'on les mette dans d'autres endroits. Mais la France, c'est pas le parc de Yellowstone, c'est pas la valeur de 8 départements avec aucune maison, aucune personne qui vit dessus. C'est un pays qui est peuplé, il y a d'autres intérêts, effectivement. Alors faut-il quoi? Attendre qu'il y ait un gamin qui se fasse dévorer en rentrant de l'école pour qu'il y ait une prise de conscience enfin sur ce problème du loup? J'espère qu'on n'attendra pas ce genre de drame, parce que ce jour-là, il y en a qui vont m'entendre, je peux vous le dire. Alors évidemment, 66 millions d'euros, c'est ce que paye l'État pour le loup. 10 millions pour l'ours. Le DTTM est parti, c'est dommage, il aurait pu confirmer ces chiffres. Ils viennent effectivement de son responsable national. Ça fait 76 millions. Alors, 65 millions, ça doit vous rappeler un chiffre. 77 millions, c'est ce que coûte le sanglier à la chasse française. Alors, j'ai compris que pour le Doubs, c'était remarquablement bien géré. Donc, c'est très rare. Hein. Ça m'est pas arrivé depuis 6 ans d'arriver dans un endroit où tout le monde est content concernant le sanglier et concernant les dégâts. Néanmoins, il y a beaucoup d'autres endroits où c'est plus complexe. Alors, sans chercher bien loin, je prendrai le mien du Pas-de-Calais. Vous avez 147 km de côte qui appartiennent qu'au conservatoire du littoral. Les dunes arrière-littorales, c'est entre 200 mètres de large et 2 km. Vous ne pouvez plus mettre un pied. Voilà, c'est le conservatoire du littoral. Moi, j'avais pas beaucoup de sangliers dans le Pas-de-Calais. Maintenant, j'ai beaucoup d'emmerdes. Parce qu'ils vivent là-dedans la nuit.
et ils sortent le jour. Le problème, il est là. C'est toutes ces zones où on ne peut plus chasser. Où on ne peut plus chasser. Hein, vous savez, dans le Grand Est, ici à cheval, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, il y a un parc qui a été mis en place. Quand je vois les restrictions qui sont en train d'arriver dans ce parc, je ne suis pas sûr que bientôt vous pourrez encore chasser dans ce parc. Voilà. Et c'est le danger. Voilà. On met des cloches de verre sur tout ce qui bouge en pensant effectivement bien faire. Donc, j'irai pas plus loin. Moi, j'ai dit simplement, j'ai 20 fédérations qui sont plus capables aujourd'hui de payer ces dégâts à cause de ces zones non chassées. Ça ne me dérange pas. Je ne demande pas qu'on aille chasser plus. Mais par contre, il est hors de question que je paye, ou que je dis que la chasse française paye quand vous avez des zones entières où on ne peut plus mettre un pied et nous, on doit assumer les dégâts. Le but n'est pas que le monde agricole n'ait pas d'argent. Ils ont des dégâts. Mais je veux un moment que l'État mette la main à la poche. Donc j'ai clairement positionné la chasse française il y a quelques semaines. Si pour la fin de l'année, il n'y a pas une modification dans la loi de 68 sur l'indemnisation des dégâts, je demanderai à tous mes collègues en France de ne plus rien payer jusqu'à nouvel ordre. Et là, on verra qui aura raison. Alors, je vais sauter quelques paragraphes quand même ou quelques thèmes parce qu'il est déjà très tard. Mais néanmoins, quelque chose qui m'est cher et qui a été évoqué par notre mécénat naturel avec le monde politique il y a moins d'un an, mon cher Daniel Prieur, après notre première grande campagne télévisuelle qui fera date, la chasse, le bonheur grandeur nature, hein, ce qui a été l'année dernière, ce que nous avions passé, et bien pour la première fois depuis toutes ces décennies où nous avons vu notre nombre de chasseurs fondre doucement, pour la première fois nous avons 25% de personnes qui se sont inscrites en plus au permis de chasser. Alors, il faut bien être magicien, on voit quand même que tout est dans la communication. Il y a beaucoup de gens qui nous téléphonent dans nos fédérations, qui sont d'ailleurs souvent d'un monde plus urbain, qui n'ont même pas de chasseurs dans la famille, mais qui appellent à la fédération et disent écoutez, moi j'ai vu un truc, ça m'intéresse, je voudrais découvrir. Et ça, on en a eu énormément, énormément. Et ça s'est tout de suite transformé en 25% de jeunes en plus au permis de chasser, ce qui fait que pour la première fois, au lieu de perdre entre 30 et 50 000 chasseurs, à quelques chasseurs près, nous sommes le même nombre que l'année dernière. Ça n'est jamais arrivé. Donc évidemment, on continue. Et cette année, c'est plus le bonheur grandeur nature, vous l'avez vu, c'est nous sommes chasseurs. Cette année, ça fera plaisir à la Fédération du Doubs, à son président. Nous avons traité les actions du monde de la chasse, effectivement, dans la biodiversité, comme vous avez pu le voir. Là aussi, qui sera suivi cette fois-ci par une campagne en plus radio assez importante. Alors vous l'avez vu aussi, malheureusement, la télévision publique a refusé de passer notre spot, enfin de le passer, et pas gratuitement, vous imaginez, ça coûte un peu d'argent, a refusé dans un premier temps. Pour finir, c'est un peu ravisé grâce à vous, parce qu'ils ont commencé à recevoir des milliers de lettres d'insultes des gens qui partagent notre passion et qui trouvent ça totalement honteux, puisque le mail qui m'avait été envoyé, c'était « Nous ne faisons pas de prosélytisme pro-chasse à la télévision publique ». Même gonflé, on paye tous effectivement, nous, la redevance de la télévision, et depuis quand une activité légale ne serait pas compatible avec une télévision publique ou une communication publique. Alors ils se sont repris, ils ont dit que maintenant ils étaient d'accord, mais évidemment une fois qu'on avait déjà lancé la publication, donc on verra s'ils sont toujours aussi prompts à nous accueillir l'année prochaine. Je n'hésiterai pas une seconde de les solliciter à nouveau, rien que pour le plaisir. Faites-moi confiance. Alors mes amis, il va falloir conclure. Alors je voulais vous dire que vous l'avez vu, beaucoup de gens m'ont félicité, ont voulu faire une photo avec moi tout à l'heure et c'est mon salaire, vous le savez, nous sommes des bénévoles, Jean-Maurice, moi, on le fait parce qu'on est passionné, on se bat effectivement pour ça et vous l'avez vu pendant ces 6 ans, j'ai mouillé la chemise comme on dit. Et je voudrais vous dire que seul l'intérêt supérieur de la chasse française a été au cœur de toutes mes pensées lorsqu'il a fallu prendre des décisions majeures pour les chasseurs de France. J'ai été le président de la FNC et c'est vrai qui a choisi de sortir le monde de la chasse de son anonymat. Je l'assumerai toujours et répéterai sans cesse que la chasse n'a pas besoin d'être défendue si on prenait juste le temps de bien l'expliquer. Nous nous sommes cachés trop longtemps et nous avons laissé nos détracteurs parler à notre place, assis à la grande table de la nature. On a même laissé tomber des fois nos amis agriculteurs qui auraient bien eu besoin de nous à certaines époques, on le sait. Mais depuis 6 ans, je n'ai fait que me battre pour rattraper le temps perdu.
c'est vrai, en ne réussissant pas tout, j'aime à le dire, c'est vrai aussi, mais en défendant fièrement notre passion, nos valeurs et nos modes de vie. Comme le disait Jean-Pierre Raffarin, qui avait cette jolie formule d'ailleurs pour expliquer les difficultés liées à l'exercice des responsabilités, la route est droite mais la pente est raide. Question pente raide, je suis servi. J'ai tout éprouvé dans le domaine et j'ai beaucoup appris. Mais notre force, mes amis, c'est notre unité. Ça a été dit aussi tout à l'heure, ça a été dit pendant les assises dans le Doubs, tous animés par cette même passion. Nous avons à cœur de défendre la chasse, car dans le fond, elle fait partie intégrante de ce patrimoine culturel et rural qui est le nôtre. La chasse, comme dit mon ami Frédéric Kermel aux Grandes Gueules, c'est ça la France. C'est ça la France, la chasse. Être rural, c'est pas un état d'esprit, c'est pas un point géographique, c'est un mode de vie. La ruralité, mes amis, qu'elle soit sous forme de la chasse, de la pêche, de l'agriculture, de l'élevage, elle est une chance pour la France. Bien sûr, la chasse est une chance pour la France. C'est pourquoi je défends notre droit de vivre, une ruralité libre, vivante et respectée. Et pour cela, nous devons réussir. Et c'est là où c'est difficile, à concilier écologie et économie rurale, tout en conservant une exigence humaniste et sociale dans ce pays, dans le fond, qui a vu naître quelque chose d'extrêmement important, qui est le concept des libertés individuelles. Et on doit être fiers de ce que nous sommes. Nous sommes peut-être des gens minoritaires. Le monde agricole est peut-être minoritaire. Et dans nos modes de vie, dans nos convictions, dans nos valeurs, nous sommes des gens majoritaires. Pour tout ce que je viens de vous dire, et je voudrais terminer là-dessus. Mes amis, j'ai fait beaucoup de choses pendant ces 6 ans. Vous l'avez compris, je suis sorti de l'anonymat avec la chasse. Je suis allé sur des dizaines de plateaux. Vous savez, les premiers, des dizaines. J'ai fait des milliers de plateaux et de radios. Les premières fois où je suis arrivé, il faut être honnête, c'était le gros con de bouseux qui se pointait. Je le sentais, tout le monde me regardait avec du mépris. Maintenant, quand j'y vais, on m'écoute. Je ne dis pas qu'on partage, et on m'écoute. Donc ce que moi j'ai fait en tant que président de la Fédération nationale, je veux que vous le fassiez tous. Dans votre famille, chez vos amis, au boulot, n'importe où. Expliquez la chasse. Et même si ça commence par une engueulade, expliquez la chasse. Si vous l'expliquez tous ensemble, on est 4,5 millions de porteurs de permis de chasser. Je vous jure que je peux prendre ma retraite, j'ai plus rien à faire. Merci de m'avoir accueilli avec autant de chaleur. Vive la chasse, vive la ruralité et vive la France, mes amis. Merci.